à l'aube d'une semaine de travail qui reprend pour beaucoup d'entre vous, il est temps de considérer ce qui constitue notre motivation au travail. C'est quoi la motivation ? Un mélange d'amour de ce qu'on fait, de sens du métier, mais aussi la façon de l'exercer avec ce que nous sommes. C'est trouver du plaisir dans ce que l'on fait, pas tant dans le résultat, surtout s'il est empêché, car il l'est de plus en plus dans beaucoup d'emplois, que plutôt l'activité en soi, la relation avec les autres, ce qui permet de gommer un peu les notions de temps et d'espace et de laisser s'exprimer pleinement la force du moment présent. Même si on ne réalise rien d'extraordinaire, une concentration intense, un engagement profond renforce le sens du soi et transforme le travail en une expérience plus riche. Lâcher le but et les objectifs en somme, sortir de la seule voie de la performance et évaluer le travail pour ce qu'il est, un moyen de développement et de progression. Il participe à notre construction, notre évolution et notre identification au sein d'un groupe. Le sujet de l'épanouissement au travail dans les conditions actuelles, vous l'aurez compris, pose finalement la question de la possibilité d'être heureux malgré les vicissitudes de la vie. Ou comment une conscience clairvoyante nous ouvre à la tolérance et à une compréhension plus profonde de ce qui se joue en nous. Allez, on vous aide à être en conscience de ce que vous vivez dans cette émission. Quentin et Corentin reçoivent vos appels au 39 21 et c'est Romain Diomède qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou partagez avec nous en envoyant un mail sur le site europe1.fr 39 21. J'attends vos appels. Bonsoir Lucie. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Oui. Alors, vous souhaitez nous raconter votre voyage, on va dire, avec vous-même. Un grand voyage. Oui, il m'a dit Corentin, un grand voyage. Donc, j'écoute Europe 1 libre antenne depuis de nombreuses années. Oui. Et le sujet que je vais aborder n'est pas évoqué. Oui. Je pense que c'est tabou. Ou alors les personnes se cachent, je sais pas. Entre nous, il a été parfois évoqué, il n'est pas évoqué souvent, mais il l'a déjà été. Si c'est quelque chose qui peut vous rassurer, mais je suis ravie de vous accueillir. Et vous tenez les auditeurs en haleine. Je ne dévoile rien. Je vous laisse le faire. Alors, c'est-à-dire, ce qui m'a fait réagir, c'est la petite fille d'Alphonse Daudet. Oui. Qui est pour moi n'est pas une référence. Oui. Parce que je vais prendre mon cas. Je vais pas pouvoir parler masculin, ça va pas être possible. Non. J'étais toute petite. Oui. À 3 ans. C'est ma maman qui m'a raconté ça. Mmh. Alors elle me donnait des voitures, des camions, j'ai foutu en l'air et je prenais des poupées de ma sœur. Mmh. J'enfilais ses talons, je mettais ses rouges à lèvres, etc. C'était déjà là. Mmh. Je suis né comme ça. Ouais. Pour moi, c'est une erreur de la nature. Oui, vous êtes né biologiquement garçon, mais dès votre enfance, il y avait une erreur. Psychiquement, il y avait eu une erreur de... Psychiquement, j'étais déjà une fille dans ma tête. Mmh. Donc, je n'étais pas en adéquation avec mon corps. Ouais. Et mes faits, dès que j'ai pu bouger, je me comportais comme une fille. Mmh. Ça vous vient pas, vous réveillez pas à 30 ans ou 40 ans en disant je vais être une femme. Ça, c'est des travestis qui sont délirants. Non. Ah oui. Oui, je comprends ce que vous moi, ça fait 19 ans que j'ai été opérée. Je l'ai fait à 30 ans. Si j'avais pu faire à 20 ans, je l'aurais fait. Mmh. Mais bon, je ne savais pas où m'adresser. C'était très délicat. Oui. Et il y a une équipe à Paris qui est multidisciplinaire, qui est habilitée avec la sécurité sociale pour les remboursements. Donc vous avez psychologue, psychiatre, chirurgien, etc. Et c'est le psy qui donne le feu vert. Oui. Et il y a une observance de 2 ans minimum, selon les individus. Ah oui, c'est très long. Hein. Vous, ça a duré combien de temps? 2 ans. 2 ans. Donc, c'est minimum. D'accord. Donc, comment ça se passe? C'est-à-dire, pendant 2 ans, vous voyez un psy qui... Un éminent psychiatre oui. qui est spécialisé dans ce domaine. D'accord. Et qui étudie le fait que vous soyez en accord, enfin, psychiquement, avec ce changement majeur, en fait, c'est ça? Pour voir s'il
il n'y a pas de maladie psychiatrique, Oui, des choses d'accord. comme ça. Hmm. C'est-à-dire avec moi, il a pété les plombs. Ah, parce que Parce que, c'est vous moi avez fait péter les plombs d'un psy. c'est moi qui fais péter les plombs Oui. aussi. Parce qu'au bout d'un an, il sait plus quoi. Il me dit, alors, je dis alors quoi? Je dis, moi j'attends le billard. Hmm. Alors, comme il n'y avait pas que moi, évidemment, qui voyait, il ouvre mon dossier, il me dit, ah non, non, je peux pas signer. Il n'y a qu'un an que je vous suis. Ah oui. Je sais plus quoi. Il me dit, alors, quoi de neuf? Je dis rien, j'attends le billard. Hmm. Alors, c'était tragicomique, mais à l'époque, je rigolais pas. Parce que Oui. je trouvais très très long, très très long. Oui. Ils prennent toutes les précautions. Oui. Et alors Et oui. dans mon entourage, ma famille m'a laissé, ma maman m'a laissé un petit peu de côté. Hmm. Mais quand je lui ai annoncé, bien avant l'intervention, parce que je prenais déjà des hormones, j'ai tourné autour du pot, et celle qui m'a sorti le truc, elle m'a dit, t'as toujours voulu être une fille. Elle le savait. Ouais. Et quand j'avais, je sais pas, 8 ans, je me souviens plus, elle m'a fait faire des tests sur des psychologues, mais à l'époque, c'était en province, dans une toute petite ville, ils ont absolument rien décelé. Hmm. Et donc ça a été assez bien accueilli, est-ce que je comprends, par votre maman? Oui. Oui. Et ensuite, oui, au départ, ma famille était très réticente. Puis de fil en aiguille, toute ma famille m'a accepté, ce qui est formidable. Oui, ce qui est majeur. Ça j'imagine qu'avec le psychiatre, c'est quelque chose qui a été étudié. Est-ce que le psychiatre reçoit aussi les membres de la famille? Comment ça se passe? Pour voir justement s'ils vont soutenir ou accompagner la démarche. Le psychiatre a demandé à voir ma maman. Oui, ça paraît logique. C'est tout, ouais. mais Ah oui, c'est tout. elle m'a ouais. même pas secondé du tout. Hein. Oui. C'était pour qu'elle lui parle de mon passé, etc. D'accord. Ce qui a corroboré mes dires. Oui, donc c'était plus en termes de validation Oui. que d'accompagnement. Oui, je comprends. Oui. Mais il n'empêche que vous dites votre maman. Alors et votre papa, il était. Il était décédé déjà. Il était décédé déjà. Oui. Et dans mon entourage, on me dit, mais t'as fait ton choix. Je dis, pardon. Mais Oui, on fait jamais ce choix. Ah oui. Je lui dis, mais on n'entre jamais, on choisit jamais une galère pareille. Oui, c'est comme ça que vous avez démarré d'ailleurs votre témoignage. Vous avez dit, mais je peux pas dire que j'étais un petit garçon. Et je vais commencer par dire elle. Vous dites, on choisit pas en fait. On ne choisit pas. C'est imposé dès la naissance. Ouais. Et c'est pas un choix. Parce que vous ne choisissez jamais une galère pareille. Ouais. Des démarches auprès des psys, etc. Ensuite, vous prenez un avocat pour changement d'état civil. Tout ça, vous choisissez pas une galère comme ça. Ça s'impose à vous. Ça s'est imposé. Ah dès ma naissance. Okay. Ouais. Et donc, ensuite, pour ma vie amoureuse, on est comme une jeune fille. Alors, elle a plus de 30 ans, mais je m'habillais assez trash parce que je voulais absolument séduire. Absolument prouver que vous étiez bien une fille, quoi. Oui. Donc vous en faisiez des tonnes en matière de féminité. Au départ, j'étais oui. très rock'n'roll. Oui. Mais vous avez quel âge aujourd'hui, Lucie? Maintenant, j'ai 49 ans. 49 ans, oui. Et donc, au départ, vous dites très rock'n'roll, très trash, quoi. Très sexe, comme on dit, oui, pour c'est séduire, ça? Oui, Ouais, pour séduire. Oui. Ouais. Mais après, tout ça s'est estompé. Ouais. Après, on veut déposer ses valises. Et si je puis m'exprimer ainsi. Ouais. Et j'ai rencontré un jeune homme de mon âge. Et au bout de 2 mois, parce que j'étais dans une petite ville, je lui ai dit, il faut que je lui dise qui je suis, parce que il va finir par le savoir. Ouais. J'aime autant qu'elle sache par moi que par quelqu'un d'autre. Mais alors là, il a pété un plomb. J'ai cru qu'il allait me décalquer. Ah oui. Quand je lui ai dit, il a foutu un grand coup de poing sur la table. Il m'a dit, Lucie, mais c'est pas vrai. Tu m'as pas fait ça. Ah oui, tu m'as fait ça. Si. Ouais. En plus d'origine sicilienne. Ouais.
Ah, d'origine sicilienne. Oui, alors, vous avez fait très fort là, oui. Je vous dis pas. Oui, ça. Il est parti, il a claqué la porte. Oui. Le lendemain, il est revenu. Oui. Et notre histoire d'amour a démarré en flèche. Ça a duré 4 ans, ça n'a plus jamais quitté. Et vous êtes toujours ensemble? Non, plus. Ça a duré 4 ans. Ça a duré 4 ans. Après, il a trouvé que l'herbe était plus verte ailleurs. D'accord. Je ne dis pas tant pis pour moi, je dis tant pis pour lui. Oui, tant pis pour lui. Et quand il est revenu, ça c'est intéressant, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il s'est dit qui fait qu'il est revenu, en fait? On en a parlé qu'une fois. Oui. Et après, on n'a plus jamais évoqué le sujet. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il en a parlé avec vous? Je me souviens plus. Vous vous souvenez plus? Non. En fait, c'était quelque chose. En fait, il vous avait connu tel que vous êtes, en fait. Oui. Et cette révélation, il s'est rendu compte. Il s'attendait pas à ça. Oui, mais ce n'était pas. Il y avait celle qu'il connaissait, qui était vous. Donc, oui. Il y avait une révélation d'un passé. Mais en même temps, il avait une histoire avec la jeune femme que vous étiez au moment où il était avec elle. Et c'est ça qui comptait. Et depuis, alors Lucie, vous êtes en couple aujourd'hui? Comment ça se passe? J'ai une vie amoureuse, oui, bien sûr. Mmh. J'ai un compagnon, mais nous ne vivons pas ensemble. Ouais. C'est un choix tout à fait délibéré. Elle est must, il ne sait pas qui je suis. Mmh. Lui ne le sait pas. Lui ne le sait non. pas. Non. Je préfère pas. Oui. C'est pas écrit sur mon front. Non, bien sûr. Et maintenant, c'est quelque chose que vous ne racontez plus ou peu de gens le savent? Comment? Plus du tout. Oui. Je l'évoque pas du tout. J'ai mis longtemps d'ailleurs avant de contacter la libre antenne. C'est derrière moi. Voilà. Et alors justement, très loin. Et alors pourquoi vous aviez envie de contacter l'émission ce soir? Pour des personnes qui sont peut-être dans ce cas, oui. qui ne savent pas où se diriger, qui ne savent pas oui. quoi faire. Oui. C'était pour leur dire qu'il y a une équipe à Paris qui est... Dans quel hôpital? C'est hôpital Saint-Louis à Paris. Oui. Et hôpital Foch à Suresnes. Et à Foch à Suresnes. Pour le psychiatre. D'accord. Et c'est le psychiatre qui donne le feu vert. Ouais. Et quel conseil vous donneriez à des auditeurs qui vous écoutent et qui sont peut-être dans cette démarche ou alors je vais pas dire ce questionnement parce que vous me dites que c'en est pas un. En tout cas dans cette démarche, quels sont les conseils à donner ou à donner à des parents aussi peut-être qui ont du mal à accueillir ça? C'est-à-dire que évidemment la mère, elle se sent fautive. Ouais. Elle a l'impression il y a un mauvais aiguillage quoi. Non, mais dans la grossesse. Oui. Et le psychiatre lui a expliqué que non, ça venait pas d'elle. Ouais, on choisit pas le sexe de son enfant. Et le psychiatre m'a expliqué qu'ils ont fait des autopsies de cerveau de femmes transsexuelles et d'homosexuels. Oui. Et les transsexuels et les femmes ont le même cerveau. Un endroit du cerveau, je ne sais plus lequel. Ah, dans un endroit du cerveau, une partie qui est copie conforme à celui d'une femme. Ah oui. Oui. Mais bon, je crois qu'à l'heure actuelle, il n'explique toujours pas ce mystère. Oui, c'est un mystère parce que vous qui avez été suivi par un psy, et c'est René qui pose la question. Qui faisait figure du père quand vous aviez 3 ans? Quel est le rapport au père? C'est vrai que mon passé est pas triste. C'est-à-dire? Je m'en souviens plus, moi, 3 ans. Oui, mais votre père, vous diriez quelle figure, qu'est-ce qu'il représentait pour vous et comment vous avez vécu dans ce corps de petit garçon puis de jeune homme avec un père en sachant que vous étiez destiné à être une femme? Ça a été une discussion dans la famille avec votre papa du temps de son vivant? Il est décédé avant. Oui. Mais vous aviez quel âge quand il est décédé? J'avais 19 ans. Ah, vous aviez 19 ans, ouais. Et il était déjà plus avec nous parce que ma mère a divorcé quand j'avais 12 ans. Ah. Donc, ouais. Mais j'ai pas une bonne opinion, paix à son âme. Ouais. Parce qu'il était très très dur avec ma maman. Ouais. C'était pas facile.
Mais enfin, pour ce que j'en sais, hein, de la transsexualité, on est plus dans le rapport, voyez, sur le psychisme. Enfin, on est loin de tous les apports de la psychanalyse sur le DIP et sur le rapport au père, parce que vous le dites d'ailleurs, et c'est très important. Vous dites, moi, c'était tout petit, hein, c'était dès la naissance comme une erreur d'aiguillage, en fait. Vous le dites très bien. Ah oui, Comme quelque chose qui n'est pas choisi. Vous n'allez pas vous réveiller à 40 ans, 50 ans. Oui, non, mais même à 15 ou 20. Hein. Ouais. Non. Ouais. Vous avez autour de vous des amis, vous connaissez des gens dans la même situation que vous, ou des gens que vous avez rencontrés justement à l'hôpital au moment de toutes ces démarches. Est-ce que... Écoutez, j'ai une chance, c'est que j'avais un corps qui se prêtait tout à fait à ce genre d'intervention. Ouais. C'est ce que m'a dit l'endocrinologue qui me suivait en province. Mmh. Je fais 1m70 pour 55 kilos. Ouais. Et avec des traits très fins. Ouais. Ce qui fait que je n'ai pas eu de chirurgie esthétique, à part des prothèses mammaires, c'est tout. Ouais. Ça s'est confondu. Mes traits, c'est avec les hormones et tout, on fait leur travail. Ça s'est confondu complètement avec le féminin. Mais à Paris, moi j'ai rencontré des personnes dans mon cas, mais je me dis, ça fera jamais des belles femmes. Parce qu'elles avaient des carrures de camionneurs. Enfin, ils avaient des carrures de camionneurs, des grands pieds. Non, je dis, ça fera pas des belles femmes, ça. Oui, mais bon, on choisit pas. Ça dépend du point de départ. Oui, mais on choisit pas ça. Non, on choisit pas. Ben oui. Oui, mais si vous choisissez chaussée du 44 et vous avez une carrure de camionneur, ça donne pas des belles femmes. Oui, mais bon, quand vous dites c'est pas un choix, ceux qui le vivent, c'est pas un choix. voilà. Non, c'est pas un choix. Donc après, on vit avec ce corps-là et cette destinée. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci Lucie de nous avoir appelé pour témoigner de ce sujet. Et puis bien sûr, on sait que vous êtes à la disposition des auditeurs qui aimeraient en parler avec vous. Oui, il y a un auditeur qui dit vous n'avez pas à le dire obligatoirement, c'est votre jardin secret. Et j'imagine que ça l'est. Hein, Lucie. Oui. Ouais. Merci d'avoir eu le courage de nous appeler pour nous raconter votre histoire. C'était surtout aussi pour dire aux éditeurs, aux auditrices, pour leur dire qu'il y a une équipe qui existe à Paris, oui, je vous remercie. Qui est agréée à KCQ. Oui, voilà. Merci à vous. On a noté. Oui, Hôpital Saint-Louis et à Suresnes, à Foch. Foch, oui. Oui, je vous lis le dernier message d'auditeur qui dit « Je trouve vraiment très courageuse d'avoir fait cette intervention et je lui envoie tous mes vœux de bonheur à Lucie. » Qui a l'air très sympathique. Très sympa, moi je suis tout à fait épanouie. Oui, ça s'entend, ça fait plaisir à entendre. Vous avez une bonne voix. Merci encore de votre appel, Lucie, et bonne nuit à vous. Merci. Au revoir. Au revoir, Lucie. On est dimanche soir, si vous reprenez le travail demain matin, que vous avez un peu le blues là ce soir chez vous, écoutez, n'hésitez pas à nous appeler 39 21. Quentin et Corentin sont là pour vous accueillir dans la libre antenne d'Europe 1. Vous êtes là, Richard? Oui. Bonsoir. Bonsoir Richard. Merci de me prendre à l'antenne. Mais bienvenue. Alors, vous nous appelez parce que mon petit doigt m'a dit, non je plaisante, c'est jamais mon petit doigt, moi j'ai deux petits doigts, j'ai un petit doigt qui s'appelle Quentin et un autre qui s'appelle Corentin. Et alors, on me dit que vous seriez misogyne. Alors j'adore, parce que moi je suis une femme, donc on va parler ensemble de misogynie, ça va être formidable. J'adorerais savoir. Parce que bon, avec le temps, plus ça va, plus ma misogynie est devenue presque une conviction. Mais je ne veux pas non plus avoir de certitude, parce que vous savez comme moi que les certitudes, c'est le pire ennemi de l'analyse. Ah oui, bien sûr. Donc, c'est surtout les croyances. Vous savez, dans les croyances, c'est un peu comme quand on fait plus de sport, on s'encroute, on devient rigide. Une croyance, ça nous rigidifie. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est comme les croyances religieuses aussi. On a tendance des fois à se rigidifier, à croire comme faire que
que Dieu existe ou que Bouddha Ouais, alors ça c'est existe. intime, ça appartient à chacun, mais c'est plutôt l'idée, voilà, de ne pas se mettre de hier et d'être dans la tolérance. Mais parlons de vous, Richard. Alors, parce que je crois que vous avez été un peu beaucoup meurtri en fait. C'est ça l'histoire. Oui, Oui. étant jeune meurtri, et puis avec le temps, je suis arrivé à prendre un peu de De la recul. distance Oui. et Oui. du détachement. Hmm. Parce que bon, je suis passé par différentes phases, par la psychanalyse. Oui. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la dernière fois, quand vous avez parlé de Freud et Oui. de Jung. Et de Jung, oui. Vous avez dit que Freud était le père fondateur de la psychanalyse, Hmm. et que Jung était celui qui s'était un peu écarté. Du père, Il de la s'était figure du émancipé père. du père. Oui. Oui. Et donc, il est arrivé vers une autre Une autre voie, une autre exactement. voie. Oui. Oui. À la fois, il a su conjuguer psychanalyse et spiritualité. Oui, c'est vrai. Et moi, c'est un peu ce qui s'est passé. Oui. Donc, pendant de longues années, j'ai dû faire une longue psychanalyse Oui. parce que je croyais que c'était moi, que j'avais un problème, que c'est moi qui avais un problème. Donc, j'ai fait une psychanalyse pour voir si c'était moi qui avais un problème ou si ça venait des femmes et tout. Puis, en fin de compte, je me suis aperçu que avec le temps, que, en fin de compte, c'était pas un problème d'homme ou de femme, de moi ou des femmes. Mhm. C'est un problème de circonstances. C'est que Oui. on a chacun de psychologie différentes l'un des autres. On a chacun son histoire, ses souvenirs. Mhm. Et je pense que j'ai dû certainement tomber pendant de longues années sur des femmes qui ne me correspondaient pas du tout. Mhm. Et donc j'ai pris, après une certaine distance, où je me suis converti au bouddhisme Oui. tibétain. Oui. Et là, j'ai rencontré vraiment des très très grands maîtres, où j'ai fait un grand travail. J'ai même pris des vœux de moine pendant une période. Oui. Ah oui. Oui. Et après plus tard, après la mort d'un de mes maîtres, qui était moine, et je suis revenu à une vie laïque et je me suis engagé avec un moine, avec un maître laïque. Avec un maître laïque, un maître bouddhiste. Non. Bouddhiste, toujours bouddhiste, Oui, mais laïque. laïque. D'accord. Et c'était en France que vous avez pratiqué. Oui. Oui. Il y a des centres. D'accord. Oui, il y a de plus en plus de centres. De plus en plus de centres. Oui. En France. Mhm. Bon, moi, après, j'étais moine au départ, mais le problème, c'est que les centres bouddhistes en France et partout, et en Europe d'ailleurs, tout le monde est mélangé. Les laïcs et les moines sont mélangés. D'accord. Donc, moi, au moment où je suis venu dans un centre, je pensais voir que des moines et me retirer et pouvoir faire un travail. Mais malheureusement pour moi, il y avait beaucoup de femmes qui étaient très attirées par le bouddhisme tibétain. Alors quand je vous entends dire malheureusement il y avait des femmes, parce que même le fait qu'il y ait des femmes dans votre entourage est pour vous quelque chose de difficile, de gênant, de perturbant. Enfin, qu'est-ce qui se passe quand vous dites malheureusement pour moi il y avait des femmes, parce que des femmes. Oui, malheureusement parce que moi j'étais venu parce que j'avais besoin de faire une coupure avec le monde, et notamment la jante féminine en particulier. Ouais. Pas que les femmes aussi, mais bon, l'être humain en général. Oui. Mais les femmes principalement, parce que c'est mon point, c'était mon talon d'Achille. Oui. Donc il a fallu que je me coupe de tout ça pour faire un peu le point avec moi-même. Oui. Se réunir avec soi-même. Oui. Voilà. Parce que j'ai eu effectivement dans ma vie. Dans ma vie, j'ai connu beaucoup de femmes. Oui. Certaines m'ont comblé, mais la plupart elles m'ont plutôt torturé plutôt qu'autre chose. Ouais. Et donc à un moment donné, je me suis demandé si c'était ça ne venait pas de moi. Et donc j'ai fait un travail qui fait que après, quand on a fait un travail sur soi-même, après on peut voir le monde, on voit le monde différemment. Oui. Et les femmes différemment. Oui. Et après on se dit, quand même, j'ai fait un certain travail. Comment
Pourquoi j'ai encore ce souci, toujours ce souci avec les femmes. Oui, c'est ce que vous ressentez aujourd'hui. C'est là où vous en êtes aujourd'hui, en fait. C'est Oui. ce que j'entends. Et alors, Oui. est-ce que vous pouvez me dire, Richard, quand vous dites j'ai ce souci, est-ce que vous pouvez me décrire ce souci? Vous voyez, quand vous dites j'ai un souci avec les femmes, à quoi ça correspond? Je sais pas, dans votre vie de tous les jours, dans vos pensées. Principalement au niveau relationnel. Oui. Au niveau relationnel, c'est très compliqué parce que il n'y a pas vraiment de dialogue approfondi. Oui. Moi, je suis quelqu'un de très entier. Oui. Je n'aime pas mentir. Oui. Je n'aime pas la sournoiserie. Oui. Je n'aime pas le cynisme. Enfin, tous ces. Oui, ça se comprend. Oui. Toutes ces choses-là, Oui. je ne supporte pas. Je ne peux pas vivre avec ça. Et la vision que vous avez de la femme, c'est d'être sournoise et de... Non, pas Ok. toutes les femmes. Toutes les femmes que j'ai connues. C'est ce que vous avez vécu. C'est ce que vous avez vécu. Elles m'ont toujours C'est votre vécu. reflété ça. C'est pour ça que je ne veux pas dire que je ne veux surtout pas faire de généralité. Oui, j'entends votre prudence. Oui. Par rapport à ce que j'ai vécu, ça a toujours été ça. Et il y a comme une crainte aujourd'hui, comme un marqueur, quelque chose qui vous a marqué et qui vous inquiète parce que vous dites, mais alors parce qu'il y a deux choses qui sont entre chocs et vous me dites si c'est ça, enfin si je me trompe, mais ce que je comprends c'est que d'un côté quand je vous écoute j'entends que voilà vous êtes animé effectivement par des valeurs d'écoute, de tolérance et vous dites c'est trop bête parce que en fait j'aimerais bien m'entendre avec une femme et avoir une belle relation et une relation d'être à être avec nos différences et puis dans le même temps j'ai un vécu qui me colle à la peau, c'est le cas de le dire, où je suis tétanisée à l'idée de revivre ça et tous les petits signes que je peux en apercevoir d'ici ou là me tétanisent parce que me font dire que ça risque de recommencer ou ça se pourrait que ça recommence. C'est un peu ça? Oui, j'ai l'impression que l'histoire se répète. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que l'histoire se répète? Quels sont ces petits signes dont je parlais justement? Parce que je les entends. Vous dites, ça se répète. Vous ne croisez pas, là, depuis, je sais pas, quelques années, quelques mois, la route de femme, où vous dites, je sens une belle personne, j'ai envie de continuer à la connaître, vous voyez, oui, on a déjà eu une conversation il y a quelques temps, il y a peu de temps, enfin je sais plus, il y a 2-3 semaines, je sais plus exactement. Oui. Et je vous avais un peu expliqué ce que mes relations avec des femmes qui m'ont un peu qui m'ont fait souffrir à un moment donné de ma vie, étant jeune. Et suite à notre conversation, j'ai eu des échanges, des femmes qui m'ont laissé leur numéro, et j'ai conversé avec eux. Et je vous assure, je ne suis pas prêt de reprendre un numéro. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Harcèlement total. Jamais vu ça. Mon téléphone n'a pas après cessé de sonner. J'ai dû bloquer tous les numéros et mettre un terme à cette mascarade. J'ai jamais vu ça. Je me suis dit mais je pensais que je pensais que Oui. au Alors, moins Richard, dans une première approche. Richard, nous, on ne donne jamais, parce que là, c'est important ce qu'on est en train de se dire à l'antenne avec les auditeurs. Oui. On ne donne jamais, absolument jamais, le numéro d'un auditeur à des auditeurs qui veulent le joindre. On vous joint vous, et c'est à vous qu'on donne les numéros des auditeurs. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, Non, mais c'est très important. Parce bien sûr, vous avez raison. Voilà, vous avez raison parce que sinon, effectivement, il y aurait, et on le sait bien, un risque de harcèlement, et donc, ça ne peut être qu'avec votre autorisation. Et c'est à vous, c'est à vous qu'on confie ces numéros.
D'accord. Ah non, mais je remets pas du tout en cause, Non, mais c'est important parce que je voudrais pas qu'il y ait un malentendu. Maintenant, moi, je l'apprends en vous écoutant, mais ça ne dit pas. Vous voyez, Richard, moi, vous me faites penser à quelqu'un qui tire de ce qu'il vit ou de quelques faits une généralité. C'est pas une généralité. Enfin, vous vous rendez compte le nombre de milliards, c'est ça. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne voulais surtout pas faire de généralité. Je vous ai dit, je ne veux surtout pas de généralité, mais bon, malheureusement pour moi, oui. c'est que je retombe toujours sur la même problématique. Alors c'est vrai que si je fonctionnais un peu comme tous les enfin pour parler de manière triviale, si je fonctionnais un peu comme tous les mecs, comme certains, enfin comme beaucoup de mecs, parce que j'ai beaucoup d'amis hommes qui disent à leur femme, oui, tout va bien, je vais bien, il n'y a pas de souci ma chérie, et puis derrière hop, ils font un peu ce qu'ils veulent, vous voyez. Oui. Mais moi c'est pas mon cas, je ne peux pas dire que tout va bien quand il y a quelque chose quand il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, j'essaye de discuter. Je pose le débat, j'ouvre le dialogue et j'essaye d'aller au fond des choses. Oui. Tout simplement. Mais malheureusement, c'est jamais comme ça. Au départ, c'est toujours beau, tout est joli. Les personnes, elles sont très très ouvertes. Elles comprennent tout, elles comprennent beaucoup de choses, tout ce que vous dites et tout. Elles font preuve de beaucoup d'ouverture. Et après, avec le temps, comme on dit, chasser le naturel et il revient au galop. Et donc voilà, à un moment donné, bon, je me pose des, de toute façon, je n'ai pas cessé de me poser des questions, mais là, je me pose pas. En fin de compte, actuellement, je me pose des questions, mais en même temps, j'arrive toujours à avoir un certain recul, parce que je veux pas non plus m'asturber l'esprit et me pourrir l'existence, mais j'aimerais parfois avoir des réponses. Mes questions, c'est pour ça que si je me suis permis de vous appeler, c'est parce que je pense que vous, là-dessus, vous avez certainement des réponses à m'apporter. Mais ce qui m'apparaît, Richard, dans ce que vous racontez, c'est que il y a quelque chose dans le processus qui semble vous échapper et vous le prenez comme une affaire personnelle, comme quelque chose qui vous agresse. Quand vous dites, je reprends, quand vous dites au début, c'est toujours super, ça se passe formidable, c'est génial, et puis après, les masques. Quand on démarre une histoire d'amour, qu'on soit homme ou femme, au démarrage, c'est toujours très joli. Évidemment, on va pas se montrer sous son jour moche. On se montre sur son meilleur jour. On montre de soi les jolies choses qu'on a à montrer. On séduit et on est très heureux dans cette période-là. Et puis petit à petit, la vie avançant ensemble, le temps passé ensemble, les discussions ensemble, on se dévoile un peu plus. Puis il y a des jours où nos humeurs aussi changent. Et puis tout d'un coup, on découvre que l'autre, j'en sais rien, moi râle quand dans les embouteillages en voiture, fait ceci, fait cela, enfin, peu importe, si vous voulez, à son caractère, à lui, sa personnalité, des choses nous vont moins bien. C'est la vraie vie. Donc c'est pas, on vous a pas trompé au départ, on vous a pas fait quelque chose à vous, c'est que, oui, bien sûr, au démarrage d'une histoire, mais vous aussi, on a tous envie que les choses se passent bien, que ce soit joli, parce qu'on se plaît, tout simplement, et qu'on va faire en sorte de continuer à se plaire. Bon, puis après, on se découvre pour de vrai. Et puis le pour de vrai, voilà, on arrête, on continue, on va dire. Enfin, on se découvre et puis on se dit oui, non, mais là, vraiment, c'est pas possible. Ou là, je souffre. Ou là, on s'entend vraiment pas. Ou il y a ce sujet-là. Et puis on passe les petites crises. Voilà, c'est les premiers coups de vent. C'est la mer qui s'agite.
on se dispute, les premiers. Bon, et puis on avance, et puis quelquefois, on n'avance pas parce que ça s'arrête ou on continue. Mais moi, quand je vous écoute, vous me racontez quelque chose un peu de manichéen, blanc et noir. Il y a les gentils au début, après il y a la méchante qui arrive, il y a les masques. Vous dites, mais moi, je suis honnête. Bien sûr, formidable. On a tous envie d'être honnête. C'est quoi l'honnêteté? C'est mettre tout sur la table en package, ou c'est essayer de tricoter ensemble avec intelligence ses propres failles, les failles de l'autre. Vous savez, en analyse transactionnelle, on dit souvent que ce qu'on n'aime pas en l'autre, c'est ce qu'on n'aime pas en soi. Et je pense que dans cette histoire, c'est tout à fait vrai. Ouais. Bon, et je pense que dans cette histoire avec les femmes, il y a quelque chose qui vous est renvoyé de vous, qui ne vous va pas. Je ne sais pas quoi, il nous faudrait du temps pour le découvrir. Mais il y a quelque chose qui vous est renvoyé, et sans doute, et c'est ce que dit Monica, peut-être se poser la question de ce qui vous attire chez vous, le genre de femme que vous décrivez. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous renvoie à vous, qui n'est pas supportable. Et peut-être le nœud est dans cette histoire de netteté qui vous tient tellement à cœur, comme s'il y avait une histoire de malhonnête à pas avoir la personne nue tout de suite dans sa nudité extrême. J'entends même pas son corps dans ce qu'elle est, mais ce serait épouvantable. On a besoin de nos habits, de nos masques, pour s'apprivoiser, pour commencer à apprécier, de prendre du temps ensemble. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir accepter les défauts de l'autre. C'est parce qu'on aurait eu tous les jolis masques avant qu'on va dire, mais oui, mais parce que on est ça, on est ce qui est beau et aussi ce qui est moche. On est les deux à la fois. Donc on monte d'abord le beau, après le moche. On dit, oui, mais le beau, c'est tellement formidable. On avait l'autre soir, au moment de la Saint-Valentin dimanche dernier, de merveilleux. Bon, il y avait des très jolis témoignages et notamment de femmes qui disaient, finalement, voilà, j'ai appris. Oui, bien sûr qu'il y a des choses qui nous vont pas dans l'autre, homme ou femme, mais à l'aune de la richesse, de la joie, de la chaleur, de la tendresse, de tout ce merveilleux qu'on vit, voilà, on fait avec les défauts de l'autre, mais comme on fait avec les nôtres aussi, il faut se les farcir, nos défauts aussi, quelquefois. Ah oui, c'est ce que je fais, je balaye, j'ai appris une chose à balayer devant ma porte. Oui. Avant de balayer devant la porte des autres, je balaye déjà devant ma porte. J'entends bien, alors, peut-être, excusez-moi, peut-être que vous avez un type de femme qui vous attire sans bien savoir pourquoi d'ailleurs, parce qu'il dit souvent les hommes parfois on est attiré par le même genre de femme. Il y a peut-être un genre de femme, ça fait écho à ce que disait Monica. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez l'impression que c'est un peu toujours le même profil ou? Oui, j'ai l'impression que les choses se répètent en permanence et que en fin de compte, quand je vois mes amis dans leur vie quotidienne avec leurs femmes, c'est tous les jours, quasiment tous les jours, des conflits, des engueulades. Aïe. Et il me dit, et pour eux, ça devient, à la rigueur, ils banalisent le. Oui, ils ça. Oui, vous, ça vous rend dingue, quoi. Ils ont le cri répète. Ça me rend dingue. Moi, je peux pas. Moi, je leur dis, je pourrais pas vivre ce que vous vivez tous les jours comme ça, vous disputez tous les jours en permanence. Mais il y a des couples. Parce que ça n'a pas été comme ça, parce que un objet, il a été placé à un endroit et pas à un autre endroit, etc. Ils partent sur des petits conflits anodins. Des petits conflits domestiques, ça s'appelle. Mais vous savez, Richard, il y a des couples qui tiennent comme ça. Il y a des couples, c'est chien-chat. Et ça leur va très bien parce que, comme ils ont plus rien, certains couples où on n'a plus rien à se dire au bout de 15 ou 20 ans, il reste les conflits domestiques et on se sent vivant. Ce sont des choses, qui arrivent. Il y a même un ami qui me disait, mais si je m'engueulais pas si je me disputais pas avec ma femme, mais on s'ennuierait à mourir. Voilà. Donc vous, ça vous va pas? Moi, c'est pas ça. Oui, mais c'est pas ça. Oui, mais pour moi, il faut. Pour moi, je parle que pour moi. Je parle pas pour les autres. Je ne veux surtout pas faire mon cas d'une généralité. Je parle pour moi seulement. Pour moi, il faut dans la vie, il faut savoir transcender ce côté, parce que peut-être que j'ai d'autres exigences et j'ai un autre niveau de compréhension, peut-être, j'en sais rien, qui fait que je ne peux pas vivre dans le conflit.
Oui, À un moment voilà. donné, il faut savoir transcender Ah, le conflit. Mais alors, Richard, voilà, c'est que là, vous venez de dire quelque chose d'important, c'est, ok, eux, ils peuvent, moi, je ne peux pas. À partir du moment où je ne peux pas vivre dans le conflit, alors bien que le conflit, c'est la vie, hein, c'est-à-dire qu'on en a besoin. Enfin, on a besoin quand il doit être là. Quand je parle de conflit, c'est accepter d'être en désaccord. Jusqu'à quelquefois pouvoir se disputer un peu. C'est pas la fin du monde que de vivre un conflit. Quelquefois, il y a des conflits salvateurs. Il y a des conflits qui nous font repartir de plus belle parce qu'on s'est enfin dit tout ce qu'on avait à se dire. Et il y a beaucoup de vie dans le conflit. Mais le conflit, pour autant qu'il soit pas destructeur, hein, qu'il puisse construire quelque chose, qu'il soit constructif. Voilà, un conflit qui soit constructif. Oui, d'accord. Mais en ce qui vous concerne, Richard, peut-être que justement après tout votre parcours autour du bouddhisme, toute votre recherche, toute votre quête, il est important que vous puissiez rencontrer une femme qui est aussi dans ce niveau de conscience-là, dans cette quête-là. Voilà, c'est ça. Ça me semble important, parce que vous avez besoin de communiquer sur des choses qui sont importantes pour vous. Vous avez des années de quête. Ouais. Et peut-être qu'il y a une exigence chez vous, ça vous met peut-être d'ailleurs très en colère contre vous-même, qui n'est pas là. C'est-à-dire à la fois un manque, une envie très forte d'être accompagné, bien accompagné, et puis en même temps une forme de désespoir de se dire mais oui, mais c'est pas possible, je ne pourrai jamais. On entend ça aussi dans cette émission, j'y arriverai jamais. Après, c'est à la fois, c'est se mettre dans l'axe, ça va vous parler, vous, dans le bouddhisme. Vous voyez, c'est de la physique quantique, en fait. C'est se mettre dans les énergies. Tout à fait. Pour être dans la rencontre et essayer de se mettre au bon moment, au bon endroit. Et d'être ouvert. Mais vous avez peut-être encore un petit peu de travail, entre guillemets, à faire sur la peur. Parce que sans doute que votre peur de vivre, peut-être que vous êtes très très sensible et que vous avez un œil de lynx à détecter le moindre signe qui vous pourrait et ça c'est pas vraiment de la peur, c'est pas, non, c'est pas mais il y a un petit œil de lynx là que je sens traîner il y a un œil de lynx. Il y a un œil de lynx qui fait dire ouh là là, non, mais là ça va pas le faire, parce que et si au moindre détail, au moindre défaut, vous prenez ça pour de la sournoiserie, de la malhonnêteté, alors vous pouvez peut-être passer à côté d'une belle personne qui aurait été juste très maladroite. Oui, c'est vrai. Et peut-être que vous pourriez lui dire, d'ailleurs, et ça c'est pas du conflit, de dire attention, quand je vois ce genre de comportement ou que ça a cette forme-là, je me sens pas bien parce que j'ai tendance à y trouver quelque chose de sournois que peut-être ça n'est pas. Oui, parfois je fais preuve, parfois je reconnais que je fais preuve d'intolérance. Voilà, mais vous en ouvrir à l'autre va vous aider. C'est-à-dire dire, voilà ce que je vois, je suis un peu embêtée de voir ça, et j'ai besoin d'en parler parce que peut-être je me trompe dans ce que je vois, mais pour moi ça m'envahit un peu. Mais vous êtes intolérant parce que vous avez très peur. Enfin, peur dans le sens, vous ne voudriez pas être déçu. C'est plutôt une quête d'idéal. Vous êtes tellement, c'est la quête d'idéal qui vous. Oui, c'est pas la peur, c'est la quête d'idéal. C'est pas une peur, c'est une quête d'idéal. Oui, c'est ça. C'est la quête et l'idéal. Et oui, mais alors c'est. Ça me convient assez, oui. Oui, mais alors, je vais vous décevoir, Richard. Mais alors, il y a rien d'idéal dans l'amour, ça tout de suite. Et oui, parce que c'est de la vraie vie. Oui, parce que moi, je suis encore un grand naïf. Je crois encore à un amour absolu. Ah, mais il existe. Et pas un amour relatif, mais un amour absolu. Ah, mais alors Richard, il existe. Lisez les textes et les phrases, si vous aimez lire, de Christian Bobin. C'est magnifique, je le cite souvent dans cette antenne sur l'amour. Christian Bobin ? Ouais, lisez n'importe lequel, vous verrez sur l'amour, il a écrit des choses magnifiques. Bien sûr que ça existe. C'est pas la personne que vous avez invitée Non, c'était Jean-Luc Seigle. C'était Jean-Luc Seigle, qui écrit aussi très bien. Mais c'est ce qu'il disait, c'est à la fois un mystère et c'est à la fois une réalité. Donc, il faut... pour vous, laisser. C'est pas parce que vous êtes idéaliste en amour que vous ne pouvez pas rencontrer un amour idéal pour vous. C'est simplement un idéal dont il va vous falloir tourner un tout petit peu l'angle de vue. Et je vous laisse là-dessus, Richard. Et peut-être retourner aussi ma langue 5-6 fois. Peut-être. Bonne nuit à vous, Richard. Merci de nous avoir appelés. Au revoir. Au revoir.
8h17, c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct sur Europe 1 au 39 21, 1 heure pour vous parler de vous, pour vous témoigner de vos histoires de vie, pour donner un sens aussi à ce qui vous arrive. Alors si vous souhaitez explorer avec nous de nouvelles pistes, atteindre un nouvel équilibre et quitter des vérités toutes faites, je vous propose de nous appeler au 39 21. Vous serez accueillis au standard ce soir par Quentin et Corentin et c'est Romain Diomède qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels au 39 21. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Romain. Bonsoir. Bienvenue. Merci à vous. Alors, je vous appelle parce que j'ai un problème. Alors, je vais vous expliquer. En gros, j'ai rencontré une fille sur un site de rencontre. Oui. Voilà, on ne s'est jamais vu. Voilà, ça c'est très important comme détail. Alors, le truc, c'est que moi j'habite à Lille. Ouais. Elle habite à Lyon. Et le truc, c'est que, voilà, voilà, il y a une vraie attirance, on se plaît beaucoup, on se parle beaucoup, voilà. Mais le truc, c'est que j'ose pas franchir le cap et aller la voir. Je sais pas comment lui dire je t'aime, je sais pas. Vous allez lui dire je t'aime alors que vous l'avez jamais vu? Ça c'est énorme quand même. Oui, mais je le ressens pourtant. Elle vous plaît beaucoup. Elle vous plaît beaucoup. Oui, bien sûr. Alors, vous aimez déjà la personne qu'elle est, que vous entrevoyez grâce au message. Exactement. C'est même pas physique, c'est vraiment mentalement, c'est typiquement le genre de fille qu'il me faut. Ça fait combien de temps que vous échangez des messages? On s'est rencontrés début octobre. Ah oui, début octobre, on est déjà en mi-février, presque fin février. Je sais, mais je n'ose pas franchir le cap en fait. J'ai peur. Elle vous a proposé, elle, de dire on se voit maintenant? En fait, régulièrement, elle veut monter sur l'île. Oui. À chaque fois, je trouve une excuse en fait. En disant que vous n'êtes pas dispo. Ouais. Voilà, exactement. Je dis voilà, j'ai trop de boulot ce week-end, je suis désolé. Vous avez peur d'être déçu, Robin? Je sais pas. Peut-être que je veux ça va casser mes le mythe. relations. Non, ça va casser. Je sais pas. Là, vous êtes encore dans le fantasme. Il y a encore du virtuel, alors du virtuel réel, parce que il y a une parole qui s'échange, donc il y a bien une incarnation à travers la parole, et c'est très beau. Et effectivement, ça fait monter très très fort les sentiments dans ces cas-là, parce qu'on peut tout s'imaginer, c'est magnifique, vous la portez en vous, vous pouvez échanger plein de messages tout le temps. Mais en revanche, plus vous attendez, plus c'est difficile de la voir, parce qu'imaginez que toute cette histoire ne vous tienne plus chaud au cœur comme elle vous tient chaud depuis des mois, une fois que vous l'aurez vue. Je comprends que le risque soit important. Oui, mais le truc, c'est que je sais que pertinemment, je le sais, mais je sais pas pourquoi j'agis comme ça. Si je la vois pas, putain, je vais me mordre les doigts, quoi. Et ça se trouve, dans 5 ans, j'aimerais bien en me disant, putain, c'est bête. Passé à côté, quoi. Je suis passée à côté, ouais. Donc voilà, c'est en ça que c'est compliqué et tout. Donc voilà, je savais pas, j'avais besoin de peu de conseils. J'ai dit, tiens, pourquoi pas appeler Europe 1. Oui, vous avez bien fait. Mais moi, il me semble que si vous acceptez de prendre le risque d'être déçu, vous voyez, c'est presque vous figurez que... Parce que là, vous avez déjà dit, je sais que c'est la femme qu'il me faut, c'est elle. Donc, vous avez déjà pris une décision alors que vous ne l'avez jamais rencontrée. Et ce serait très, très compliqué pour vous que finalement, ce soit pas la bonne décision. Et ça vous empêche de la voir pour le moment. Mais vous pourriez vous laisser surprendre. Continuer à être surpris. C'est aussi ça, l'amour, c'est se laisser surprendre. Oui, effectivement. Mais après, voilà, j'ai très peur, en fait. J'ai très, très peur. Et elle devient insistante. Comment elle réagit? Elle se lasse pas? Elle dit pas, il est quand même bizarre, ce garçon, ça fait des mois. Combien de fois elle m'a insulté de tous les noms et tout. Mais le truc, c'est qu'il y a un tel lien entre nous que même si même si elle me déteste, elle est obligée de revenir. Et même si je la déteste, je suis obligé de revenir. C'est-à-dire que donc ça vous arrive de vous disputer par message interposé? Ah oui? Oui. De vous faire des scènes de ménage avant l'heure? Oui. Oui. Rien que là, il y a 2 semaines, elle m'a dit je monte sur l'île et tout, c'était calé. Et en fait, voilà, j'étais fatigué et tout, donc je lui ai même pas répondu. Du coup, elle a même pas pris ses billets, on s'est engueulé et là, on s'est pas parlé depuis 15 jours, quoi.
Là, ça fait 15 jours que vous n'êtes pas parlé. Ouais, elle me manque beaucoup, quoi. Bah, ce qui vous manque, c'est les messages, surtout. C'est elle. Non, c'est pas c'est les messages, elle. c'est elle. Bah, c'est la représentation que vous en avez. Je suis à 2 doigts de partir à Lyon. Une semaine de vacances et de prendre ma voiture et de tracer à Lyon, quoi. Bah, ça me paraît une bonne idée, ça. Ça me paraît une super idée. Là, vous êtes en vacances la semaine prochaine, là? Non, mais je peux essayer de m'arranger. Ça me paraît une super idée, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je sais pas. Ne serait-ce que pour redonner un autre souffle. Parce que là, si vous commencez à vous disputer, c'est que vous commencez déjà à abîmer la relation. C'est un peu bête, quoi. Ouais, effectivement, ça c'est bête. C'est que vous commencez déjà à y mettre des choses qui n'ont pas lieu d'être. Parce que vous ne vous donnez pas cette chance-là. En fait, vous êtes en train de ne pas vous donner de chance. Alors, vous en êtes donné une par les réseaux sociaux en la rencontrant. C'était une chance, on va dire ça comme ça. Puis maintenant, votre chance, on vous l'a gâchée, quoi. Ouais. Vous la gâchez tout seul. Sous prétexte de dire je peux pas, j'ose pas, je suis tétanisée, de vous faire des nœuds dans la tête. Vous ne voulez pas vraiment, parce que ce que vous ne voulez pas, et vraiment je le répète, c'est le risque que vous courez de dire et si, mais c'est très inconscient. C'est très inconscient, la déception. Oui, effectivement, c'est Alors vous risquez beaucoup plus à ne pas la voir qu'à aller la voir. Et ça, vous ne le savez pas. Vous prenez plus de risques aujourd'hui, finalement. D'abord, vous prenez le risque de gâcher ce qui démarrait bien, ce qui est un peu bêta. Et puis en plus, vous prenez le risque de passer à côté de quelque chose qui pourrait être une jolie relation, puisque vous le sentez bien. Alors, il y a Monica qui demande si vous avez au moins échangé des photos. Oui, bien sûr. Bien sûr. On a échangé des photos, voilà, mais le site de rencontre à la base, je pense que vous le connaissez, c'est Tinder. Ouais. Voilà, où on avait chacun 5 photos, etc. Et elle comme moi, on s'est désinscrit directement et on s'envoie régulièrement des Snapchat, donc voilà, on s'envoie régulièrement des photos, on s'envoie régulièrement des messages, voilà. Donc Après, c'est par intermittence, mais mais vous avez déjà le sentiment, vous avez le sentiment de déjà entre guillemets vivre ensemble, parce que avec les Snapchat et les instantanés, là, les photos en temps réel, vous partagez un peu vos quotidiens. Vous savez ce qu'elle fait dans la journée, ce que elle sait ce que vous faites. En fait, c'est bête, mais j'ai l'impression qu'elle fait déjà partie de mon quotidien. Ah ben non, ça m'étonne pas du tout. Avec tout ce que vous êtes envoyé comme message et de photos, vous avez effectivement le sentiment qu'elle est dans votre vie. Mais en même temps, comme dit Sergio, c'est pas complètement la vraie vie. On est quand même encore dans une virtualité. Faut vite que vous voyez. Vivre sa vie, ne pas la fantasmer, dit Sergio. Mais souvent, les fantasmes nous tiennent plus chaud que la vraie vie parce que c'est tellement plus amusant. Il y a tellement plus de force, en fait. Il y a beaucoup plus de force aujourd'hui. Et il n'y a pas de déception. Et il n'y a pas de déception, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui. Il n'y a pas de déception et c'est très fort. Mais en même temps, ça construit aussi des racines. Parce que vous voyez ce temps, sauf que là, vous commencez un peu à abîmer les choses. C'est ça qui est dommage. C'est-à-dire c'était super quand il y avait plusieurs mois d'échanges, de montée en tension, d'envie de se voir. Et puis après, on se voit, c'est le feu d'artifice. Mais là, vous, la petite étincelle, vous êtes en train, ça va faire du pétard mouillé, quoi. Vous voyez, ça va pas être joli, quoi. Il y a Paul qui dit vous commencez à vous disputer par message interposé, attention à risquer de ne pas la voir, vous allez la perdre, c'est dommage. Allez filer et donnez-nous des nouvelles, dit Paul. D'accord. Et puis il y a Feuille d'érable qui dit si vous voulez avoir des regrets toute votre vie, continuez ainsi, vous êtes très très bien parti. J'adore le soutien des auditeurs. Et il y a Manu qui ajoute mon cher ami, vous êtes en train de tout faire pour la perdre, vous avez peur de quoi vraiment? Ça, on vient de voir, d'être déçu, mais finalement, oui et non, parce que vous dites, elle me plaît, donc j'ai pas l'impression que vous preniez un risque monumental, quoi. Oui, le seul risque que je prends, c'est si elle sent mauvais de la bouche, quoi. Exactement, il y a Monica qui disait si elle fait 120 kilos et qu'elle fait un 110 Non, elle est très jolie, elle fait 1m60 pour 50 kilos, je dirais.
Voilà, Bon, bah on en a voilà, vous déjà savez parlé. tout. Voilà. Et Skype, dit Sylvain, ça donne déjà une idée, non? Skype, ah oui, non mais on Ah, échange déjà. via Skype, via FaceTime, oui, Voilà, on se FaceTime, voit. Skype. Ah oui, vous voyez, en fait, par écran. On se voit, mais par écran. En fait, vous ne vous touchez pas, vous ne vous sentez pas. Il y a tout l'aspect physique, il y a tout, vous savez ce qu'on sent de l'autre. Quand on se voit, quand on est l'un à côté de l'autre, il y a tout ça qui vous échappe pour le Et moment. faire des choses ensemble, quoi. Ah bah oui, ça me paraît plutôt sympa, non? Ça vous manque pas, ça, de faire des choses ensemble? Si, ça me manque, bien sûr. Bien sûr, j'aimerais bien, mais putain, j'ai pas choisi la facilité, quoi. Parce que ça va être la galère parce que vous êtes à Lille, elle est à Lyon, alors vous vous dites, on va démarrer un truc, ça va être compliqué, c'est Il y a ça? ça aussi, oui. Ah, c'est ça qui vous arrête. Ouais. En même temps, vous vous débrouillez bien avec vos écrans, donc vous trouverez bien des moyens de vous voir. Oui, Vous je avez suis bien sûr. attendu des mois. Bon, vous prenez votre voiture et vous nous tenez au courant? D'accord, je vous tiens au courant. Hein, c'est promis. Merci beaucoup. Bon voyage, hein. Bon voyage vers Merci. Lyon, hein, Romain. Merci de nous avoir appelés. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Bienvenue. Oui, merci. Il n'y a pas très longtemps que je connais l'émission, que j'ai découvert. Oui. Et puis, oui, parce que j'ai perdu ma femme il y a un peu moins d'un an. Ouais. Et elle a mis fin à ses jours. C'était suite à ça. A commencé en 2012 avec un burn-out au bureau. Je sais que ça en avait parlé il n'y a pas longtemps. Ouais. Et puis, il y a eu 3 vagues successives, je vais dire, où ça revenait, ça repartait, etc. Où elle tombait en dépression assez profondément, c'est ça? Oui. Elle était suivie, surtout elle se soignait? Oui. Plus ou moins, parce que, elle était suivie, mais elle se soignait. En vérité, elle se soignait assez mal parce que il y avait sa mère qui avait été dépressive. Elle voulait absolument pas refaire le même parcours que sa mère. C'était un rejet, donc tout ce qui était peur. médicaments. Oui. Ah oui, elle craignait de ressembler trop à sa mère. Ah oui. Ouais. Ah, c'est terrible. Et donc, elle attendait vraiment d'être très mal pour accepter un traitement médicamenteux. Et puis, pourtant, on formait un couple uni, mais j'ai rien pu faire. Oui. Et puis, on n'y croit pas, parce que même si elle en parlait, on essayait de la raccrocher. Oui, bien sûr. elle disait qu'elle allait le faire. Ouais. Donc c'était. Oui, Oui, elle disait que c'était la seule issue. Oui. C'est souvent ce qui se passe. Hein. Le mal-être est tel, en fait, que c'est la seule issue pour mettre fin au mal-être. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'était une grande souffrance pour elle. Et on est complètement démunis, quoi. Et donc, la question, moi, quand c'est arrivé, j'ai eu j'appelle ça un instinct de survie. Oui. En me disant, il faut absolument pas que je coupe avec mes amis, il faut que je continue à vivre, il faut que j'ai des activités, il faut que je me fasse suivre, que je vois une psy, etc. Ce que j'ai fait. Donc, je dirais que je le surmonte assez bien, j'ai l'impression. Bien sûr qu'il y a des hauts et des bas. C'était très difficile les 2 premiers mois. Et aujourd'hui, je suis en souci par rapport à mes 2 enfants. On a 2 enfants. Qui ont quel âge? Qui ont 19 et 21. Oui. Qui habitent toujours avec vous? Non, ils étaient déjà plus. Ils font des études ailleurs. Ils habitent à la maison. Oui, voilà. Et donc, ma fille est dans une grande ville. Elle fait ses études et alors, d'une part, il y a beaucoup de douleur, donc il est quasiment impossible d'en parler sans fondre en larmes. Donc c'est assez difficile. Et puis
je leur avais demandé, enfin c'est assez surprenant, c'est-à-dire que on a pu en parler, la parole a été assez libre tout de suite. Oui. C'est-à-dire qu'on est parti juste après le décès, avant les obsèques même, plusieurs jours ensemble. Oui. Et là, la parole était assez libre, comme si la douleur était anesthésiée. Oui. Et après, ça a été plus difficile. Et moi, je leur avais conseillé sur cette période où on est partis ensemble, et que je leur financerais ça, d'aller voir un psychologue. Oui. Et j'ai pas eu vraiment de réponse. Mon fils avait dit oui. Ma fille n'a pas répondu. Et par la suite, elle a refusé. Elle a dit non. Pour l'instant, non. Voilà. Alors, je respecte ce choix, mais j'ai toujours peur qu'il y ait un effet boomerang et qu'un jour ou l'autre, elle le paye dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, quand elle a des troubles, peu importe, par exemple, des problèmes avec les yeux, les choses comme ça, moi, après j'imagine ça, je me dis, ouais, c'est... Vous trouvez que depuis 10 mois, elle développe certains troubles physiques ou du comportement qui vous font penser qu'elle somatise? Peut-être un peu. Oui. Bon, elle est avec... Elle a un ami, un copain, oui. Ouais. Donc ça la stabilise, c'est certain. Je les trouve très amoureux, donc ça va. Mais pour l'instant, elle refuse d'en parler. Et elle dit surtout, j'essaie de pas y penser. Voilà. C'est ça, un peu sa défense, sa protection. Elle m'a dit ça 1 fois ou 2. Et qu'est-ce que vous lui répondez quand elle vous dit ça? Que c'est pas une solution, qu'il faut malheureusement affronter la réalité, faire avec, mais c'est mes mots à moi, c'est pas... Oui, parlez-lui d'une blessure, parlez-lui d'une... Vous savez, quand on se blesse, moi je pense souvent à cette image-là aussi dans l'émission, quand on se blesse, et on désinfecte à peine, et puis on met un pansement. Et puis, comme on dit, on n'y pense plus. Et puis, on n'a pas très bien désinfecté, pas très bien nettoyé la plaie. Puis, on change jamais le pansement. Et puis, ça finit par faire du pu, quoi. Puis, ça fait souffrir, surtout. Mais on veut pas le savoir. On dit, oh, mais non, j'ai pas mal. Je peux vivre avec. Ça me gêne pas. On dit, ça me gêne pas. Alors, on continue. Et puis, ça ne se répare pas. C'est ça aussi, les blessures psychiques, les grandes douleurs. C'est que c'est important de... surtout, une jeune fille dont la mère suicide, elle va continuer dans la vie. Ce sera une blessure à vie, mais la blessure lui fera mal et la fera souffrir tant qu'elle ne sera pas nettoyée, tant qu'elle n'aura pas apporté de soins. Ça se soigne. Vous l'avez dit d'ailleurs très bien au tout début. Vous avez dit, moi, on a parlé de soins. On a parlé de votre femme en disant qu'elle se soignait. C'est les mêmes mots pour le corps comme pour le psychisme. On se soigne, c'est du soin apporté. Et il faut qu'elle apporte du soin à elle-même, parce que perdre sa maman, très jeune, qui a décidé de mettre fin à ses jours, c'est quelque chose d'important dans une vie, qui c'est pas neutre. Vous voyez. Et puis elle a posé une question aussi, en demandant, elle n'a pas laissé de mots. Ouais. Et voilà, elle est partie, elle n'a rien laissé, ça l'avait un peu... choquée. Ouais, choquée, bien sûr. Elle s'est sentie abandonnée, parce que le problème des enfants, c'est qu'elle a du mal très certainement à comprendre, et c'est pour ça que la blessure est difficile pour elle d'en parler, c'est qu'elle lui en veut. Elle lui en veut de l'avoir quittée et de pas être restée en vie pour elle et son frère. Et ça, c'est très compliqué à comprendre pour un enfant, et c'est compliqué pour elle d'en vouloir à sa mère, alors même que sa mère souffrait énormément pour avoir fait le geste qu'elle a fait et d'avoir eu un passage à l'acte. Donc elle est coincée, votre fille, entre le fait d'en vouloir à votre mère tout en l'aimant passionnément et terriblement.
et en se sentant abandonnée. Donc c'est lourd à porter ça pour un enfant. Même à 19 ans de comprendre ou d'aller dire à un thérapeute je suis en colère contre elle, je lui en veux parce qu'elle m'a lâché, elle m'a abandonnée, elle est partie. Et puis ça remet en cause tellement de choses, parce que c'est quoi l'amour d'une mère qui peut partir alors que ses enfants l'aiment? Elle comprend pas, les enfants se disent mais nous on l'aimait, donc elle n'a pas compris qu'on l'aimait et qu'elle pouvait être enviée au moins pour nous, donc on comptait pas, on n'était pas assez fort, on n'était pas assez important pour elle pour qu'elle reste. Oui, mais c'est douloureux. J'essaie de leur expliquer que c'était le fruit de la maladie. Oui, que c'est le fruit de quelqu'un qui arrive même et y compris pour une mère, c'est effectivement le fruit de quelqu'un qui n'entrevoit que cette solution pour ne plus souffrir et qui pense ne plus faire souffrir aussi son entourage. Donc elle a pensé bien faire. Et c'est ça qui est terrible. Oui, parce qu'elle m'a même dit un jour, les enfants sont grands. 2 choses, les enfants sont grands et tu referas ta vie. Oui, c'est ce qu'elle a voulu se dire. Elle a voulu se dire, c'est pas grave, ils n'ont plus besoin de moi et je souffre trop. Et comme je souffre trop, je suis un poids pour eux. Et ils ne peuvent pas m'aider. Parce que quelqu'un qui en arrive à cette extrémité-là est tellement isolé dans sa souffrance et c'est tellement lui-même isolé qu'il ne peut même plus demander à l'aide et qu'elle a trouvé que c'était la meilleure solution pour ne plus peser sur vous et pour ne plus être un poids pour elle-même. Et c'est ça. Pourtant, elle adorait ses enfants. Mais bien sûr. C'est un paradoxe parce que. Mais bien sûr. C'était. Ouais. Et c'est important que vous puissiez mettre des mots. Que je comprends que votre fille, c'est compliqué pour elle, peut-être encore d'aller chez le psy. Mais ce que serait important pour vous de dire à vos enfants, c'est de parler justement de ce que vous nommez le paradoxe. C'est que oui, une mère peut aimer terriblement, passionnément ses enfants comme une mère les aime et mettre fin à ses jours, pas contre. Elle l'a pas fait contre eux, elle l'a fait pour elle et elle l'a presque fait pour eux. Aussi terrible que ça puisse paraître, comme je vous le dis là. Elle l'a fait parce qu'elle s'est dit qu'elle était un poids et qu'elle ne pouvait plus se porter. Dites-leur, c'est important. Et elle n'a pas laissé de mots parce qu'elle se sentait trop inutile, trop dans le chagrin. C'est un vrai désespoir aussi quand on laisse pas de mots. C'est un immense désespoir. Et que ses enfants pouvaient pas la sauver. Ils n'auraient pas pu tous les deux, bien qu'ils aiment leur mère, c'est pas que ça suffit pas, c'est autre chose. On est dans, c'est difficile à comprendre comme ça, donc j'essaye de vous le mettre en mots, mais elle est dans une telle souffrance qu'elle est déjà ailleurs, elle est dans un ailleurs. Mais tout le monde culpabilise forcément, oui, forcément, mais et eux aussi qui étaient pas là au moment en question. Mais mon fils a quand même dit. Ça tournait depuis un moment, c'était son expression en disant c'était un peu inéluctable, quoi. Oui. Lui, il a eu un peu cette analyse, ce qu'a pas eu ma fille. Oui, elle l'a pas vu venir et lui, votre fils le vit comment, lui? Lui a accepté d'aller voir un thérapeute, comment? Non, mais non, il l'a pas fait non plus. Mais je sais pas, ça me semble moins douloureux pour lui, mais j'ai peut-être tort. Parce qu'il est moins, on sait pas ça, comment il le vit. Il est un petit peu moins peut-être dans le déni du fait qu'il a dit ça tournait depuis longtemps et il se sent moins impliqué peut-être personnellement dans l'acte de sa mère que votre fille, qui elle se sent peut-être plus, enfin, vous voyez, à la fois avec de la culpabilité, mais j'ai envie de dire pire que la culpabilité, ça interroge le lien et l'amour. Mais alors, elle savait pas que je l'aimais et elle m'aimait pas assez pour rester. Vous voyez, c'est dans les deux sens. Il y a d'un côté une question, c'est mais alors elle m'aimait comment si elle a pu faire ça? Donc c'est très très douloureux ça de se dire ça pour un enfant. Et puis l'autre question, c'est et elle ne savait pas que je l'aimais. Parce que si elle avait su combien je l'aimais, elle l'aurait pas fait. Et ces deux questions sont liées ensemble et sont d'une douleur immense parce qu'elle ne peut pas y répondre. Elle n'a pas de réponse à ça. Alors, il y en a une réponse et vous pouvez la lui donner d'ailleurs.
C'est lui dire oui, elle savait que tu l'aimais, et oui, elle t'aimait, mais elle était dans autre chose que ce lien-là. C'est-à-dire que ce lien-là n'a pas été... C'est pas qu'il n'a pas été important pour elle au moment où elle est passée à l'acte, c'est simplement que elle était enfermée. Imaginez quelqu'un enfermé dans une telle douleur que l'acte qu'elle a posé, c'est la meilleure solution pour elle. C'est ce qu'il y a de mieux, et même pour ses enfants. Mmh. Ce que dit d'ailleurs un auditeur, souvent le suicide est aussi vu comme un acte d'amour à l'égard de ceux que l'on aime, comme si votre épouse, la mère de vos enfants, se percevait comme un poids. Mais oui, mais c'était un peu ça. Hein, c'était... Et j'ai... Alors, la difficulté que j'ai, c'est de leur parler, tellement c'est douloureux. Ouais. Pour vous, c'est difficile de leur parler? Oui. Oui, même en étant aidé avec un thérapeute qui peut vous soutenir là-dedans. Parce que Monica ajoute, c'est pas sûr que la seule voie salvatrice de la guérison, c'est la voie psy. Certains éprouvent le besoin d'en parler, d'autres font un chemin intérieur, dit Monica. Moi, j'avais envie de vous dire que, alors là, je vous sens très courageux et très responsable, mais pour vous, et je veux pas vous créer un poids, c'est simplement que vous pouvez beaucoup pour eux, juste dans ces paroles toutes simples que je viens de vous dire, c'est sur les paroles d'amour, comme justement elle a pas laissé le mot. Oui. Je pensais leur écrire, ça serait plus simple. Pour vous, c'est oui. Oui. Pour leur dire ça, pour leur dire. Oui. Oui. Oui, si vous vous sentez mieux avec l'écriture, oui, écrivez-leur. Parce que toutes ces paroles-là, le temps passe et vous dites on a pu se parler, mais vous avez raison, on est un peu anesthésié entre le moment d'un décès et les obsèques. Et effectivement, c'est des moments où dans les familles, on arrive à se dire des choses très fortes. Et puis après, le temps passe et la blessure est encore très très vivace, mais on se sent isolé dans sa douleur. Et vous le décrivez très bien, ça. Et je comprends que ce soit difficile pour vous d'en parler. Vous avez peut-être peur même de votre propre émotion et je peux le comprendre. Donc oui, écrire, mais aussi vous mettre à disposition d'eux pour... C'est important de parler d'elle, voilà. C'est important de l'évoquer, c'est important qu'elle soit là. Même sur des choses très anodines. Oui, mais je n'hésite pas à en parler. Oui, d'accord. En disant, je disais votre maman, machin, je continue à le faire. Pas de souci avec ça. Et tout ce qu'il va leur parler de l'amour qu'elle avait pour eux et de l'amour qu'ils ont pour elle est important. Parce que c'est ça qui va leur permettre de continuer leur chemin de façon apaisée. Elle a fait un acte pour elle-même et pas contre eux. Voilà, c'est pas contre qu'elle l'a fait. Elle le fait pas parce que elle voulait plus vous voir ou plus voir la vie. Non, elle l'a fait comme une délivrance en fait. Et puis autre chose aussi, mais ça c'était, j'avais vu une psy, mais après avec qui j'ai pas suivi plus tard, sur l'interrogation, mais qui fait, ma fille était à l'extérieur, enfin les deux étaient à l'extérieur. Et ils n'ont pas vu leur mère, enfin le corps de leur mère à la morgue. Et je me posais la question si c'était important par rapport à pour faire leur deuil ou pas. Ils n'ont pas eu le temps ou pas voulu? Comment ça s'est passé? Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. D'accord. D'accord. Donc ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Oui. Oui. Ma fille a. Je lui ai laissé le choix, mais. Vous avez bien fait. Et elle n'a pas pu rentrer. Ouais. Elle n'a pas pu rentrer dans la pièce, elle n'a pas pu. Et aujourd'hui, vous allez au cimetière où ils y vont? Non. Alors, on va y aller là il va y avoir bientôt un an. Oui, c'est important. Une fois, mais voilà. Ouais. Oui, c'est important que vous y alliez ensemble. C'est important que peut-être vous pouvez inviter vos enfants au cimetière et peut-être initier ça, si vous le sentez. Encore une fois, moi je vous dis des choses, vraiment faire avec ce que vous sentez, mais d'ouvrir la parole, de lui parler, comme si elle était là. Que des choses puissent se dire, que vous verrez pas, voyez, vous regardez,
Si vous regardez la stèle en face et que vous vous adressez à elle et les enfants peuvent peut-être dire quelque chose, ça peut être aussi très apaisant et très soignant pour eux d'être dans ce moment-là. Qu'ils l'aient pas vu, s'ils le voulaient pas et qu'ils s'en sentaient pas capables, ne vous dites pas est-ce que c'est bien ou pas bien. Ils ont fait, dans ces moments-là, il faut faire au plus près de ce qu'on se sent capable de faire. Voilà, en capacité d'eux. Et ils ne l'étaient pas, donc ils se sont respectés. Que ce soit beaucoup trop violent pour eux et que ça entraîne un traumatisme. Alors, il y a un auditeur qui suggère quelque chose, et j'y pense, c'est aussi peut-être si vos enfants vous accompagnaient chez votre thérapeute ou un thérapeute familial ensemble, ou peut-être votre thérapeute si elle reçoit des familles, faire juste 1 ou 2 séances, dire voilà, thérapeute reçoit aussi des familles, elle est d'accord, et ce serait bien qu'on y aille tous ensemble, peut-être justement à date anniversaire. C'est une idée. Mais bon, vous voyez Monica, oui, de continuer à dire, bon, il y a des silences familiaux qui font partager la douleur mieux que la parole. Oui, il y a de la communion aussi, bien sûr, Monica a raison, dans le silence. Mon père n'a jamais parlé de ma mère, mais j'ai tout compris, dit Monica. Ma fille est très inquiète aussi par rapport à moi. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous dit quand vous dites qu'elle est très inquiète par rapport à vous? Elle a peur qu'il m'arrive quelque chose. Oui, elle a peur que vous aussi. Oui. Elle a peur que ce soit une solution pour vous aussi, c'est ça? Non, je pense pas. Parce que vous ayez, d'accord, mais que vous ayez un accident. Un accident. Une maladie, quelque chose. Elle vous l'a dit. Elle a dit qu'elle avait peur pour vous. Ouais. Oui. Marc, c'est très important pour rassurer votre fille que vous lui dites ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire tout ce que vous faites pour traverser cette épreuve. Que vous allez voir un thérapeute, que vous voyez vos amis. Que vous voyez vos amis. Oui, mais elle le sait puisqu'elle était là encore la semaine dernière et elle a bien vu que... Elle a vu que vos amis vous entourent, que vos amis sont là pour vous. Le vendredi, j'étais pas là, le samedi non plus, etc. Oui, c'est important. C'est important aussi de lui dire que vous prenez soin de votre santé. Et que vous faites attention à vous. Et je ne sais pas quel lien vous avez avec votre fille. Si vous êtes très proche, vous pouvez la prendre dans vos bras pour lui dire à quel point vous tenez à elle, mais surtout à quel point vous êtes là pour elle et que vous êtes bien présent. Ne manquez pas une occasion de lui dire ça. Si vous le sentez, en tout cas, ou de lui faire comprendre. J'ai pas de... Ouais. Oui, j'ai pas de. On a toujours été très proches. Oui. Je pense. Et grâce à ma femme d'ailleurs, qui était très câline avec eux. Oui. Oui, c'est une épreuve terrible que vous passez. Il y a Maryse qui dit bon courage à Marc dans cette dure épreuve. C'est un bon père, dit Maryse. Et puis il y a Jean qui dit mon épouse a son frère qui s'est suicidé il y a 13 ans, c'est toujours aussi douloureux. On veut bien laisser notre numéro pour ce papa, dit Jean. C'est important, Marc, on a vraiment besoin dans ces cas-là de se réchauffer le plus possible et ne manquez pas une occasion d'être avec eux, de partager des moments, de vous souder, peut-être pas forcément, si on peut pas se parler, on se parle pas, mais d'être là, d'écouter, je sais pas, de la musique ensemble, ou qu'elle aimait bien, d'être dans cette communion ensemble. Parce que moi, j'entends qu'il y avait beaucoup d'amour entre vous, dans votre famille, avec elle, que c'est une vraie tragédie d'amour, ce que vous nous racontez là. Oui. Et donc, c'est très difficile pour vous aussi, j'imagine, et pour vos enfants de comprendre ce geste. Vous aussi, vous devez vous sentir très abandonné. Oui, mais je l'ai vu venir. Mais j'ai pas de colère, contrairement à ce que on m'avait dit, que j'aurais de la colère contre elle. Non, j'ai jamais éprouvé ça. Je l'ai vu souffrir, donc je peux pas avoir de la colère contre elle. Non.
j'ai de la colère contre. Après, ça s'est retourné contre une partie de l'entourage, des gens qui m'ont peu aidé ou qui m'ont un peu oublié, j'ai envie de dire. Mais ce qui n'est pas le cas de tout le monde, heureusement. Mais voilà, ces gens-là, oui, ouais. On dit souvent que, vous savez, c'est dans les grandes douleurs qu'on voit qui sont nos amis. Hein. Oui, bien sûr. Oui, c'est là qu'on voit ceux qui sont là avec nous. Oui, bien sûr. Ouais. C'était, ça allait, c'est toujours important. Mais voilà, oui, il y a des gens qui ont été là tout de suite. Oui, bien sûr. Ouais. C'est important là pour votre fille que parce qu'en fait chacun s'inquiète pour l'autre, si je comprends bien. Hein. Vous vous inquiétez pour votre fille, un peu croisé, voilà, et votre fille s'inquiète pour vous. Je pense qu'en la rassurant, si vous la rassurez sur vous, ça va vous rassurer sur elle par le même croisement. Et ça peut beaucoup vous aider tous les deux. Oui, je le pense aussi, oui. Parce qu'en même temps, je sens énormément d'affection, donc ça c'est quand même un soin, le meilleur des soins. Et puis le psy, oui, si elle le sent, mais vous pouvez mettre les mots là que je viens de vous dire pour elle, surtout qu'elle lâche, voilà, le fait que sa maman l'aimait, l'a aimée et qu'elle aimait sa maman, voilà. Et déjà ça c'est très très important. Et peut-être vous pouvez, un jour vous la prenez dans vos bras, lui dire, peut-être tu te sens abandonnée, mais elle n'a pas cherché à t'abandonner. C'est pas ça l'histoire. Et puis elle aurait pas pu la sauver aussi. Hein, elle aurait pas pu. Et c'est aussi important que vous lui enleviez ça. Oui, parce qu'on croit toujours que. Bien sûr. Moi, bien sûr, premier. Hein, bien sûr. Moi, le premier. Je me dis, pourquoi t'as pas fait ça et comment t'aurais pu faire Ah, bien sûr, c'est la première chose qui vient même. Et celle qui est obsédante après. Parce que c'est épouvantable. Mais vous savez, même pour des professionnels, hein, quelquefois, c'est vraiment très, très difficile. Et on ne peut que si la personne laisse aussi une ouverture à ça. Mais quelqu'un qui l'a vraiment décidé, c'est très difficile à empêcher. Oui. Il y a Manu qui dit « Continuez votre chemin qui est très beau déjà. Parlez à vos enfants, rassurez-les par rapport à votre vie. » Oui, je vais essayer, mais... oui. C'est difficile, c'est du temps, Marc. Ça va être du temps pour vous. Énormément de temps et de vous en remettre vraiment à cet espace-temps, parce que c'est ça le deuil. Il n'y a que le temps qui va soigner. Oui, c'est ce que me disent beaucoup de personnes. Ouais. Voilà. Alors après, voilà, il y a des choses qui sont très difficiles, comme... alors les photos, c'est dur, mais alors les vidéos et toutes les images, là, c'est impossible aujourd'hui. Voilà, on masque ça pour l'instant parce que c'est impossible de les regarder, quoi. Ouais, vous masquez. Je voulais dire, on arrive. Moi, il y a encore des photos dans la maison d'elle. Oui. On en a beaucoup enlevé. Oui. Pour éviter, que ce soit quand même. Oui, un mausolée. Oui. Voilà, exactement. Et la partie où je disais les vidéos, c'est un truc impossible, enfin pour moi au moins. Non, pour l'instant, non. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Non, c'est important de garder voilà, quelques photos, peut-être d'allumer une bougie aussi. Oui, on l'a vu. Vous l'avez fait près d'une photo, voilà, parce que la flamme, c'est la vie et la lumière, et de lui envoyer beaucoup de lumière à elle, parce qu'elle est vraiment partie dans le très sombre avec son geste. Donc pour l'aider, pour lui envoyer beaucoup d'amour et pour être moins dans le regret, mais en espérant qu'elle soit mieux. Voilà, je crois que c'est tout ce que vous pouvez
J'ai juste oublié de dire, oui, elle avait perdu 2 frères. Ah oui, qui s'étaient suicidés aussi? Non. Qui ont eu une maladie, tous les 2 maladies. Et qui étaient assez jeunes, tout est relatif, mais ils avaient moins de 50 ans. Et ça l'avait beaucoup touchée. Et elle avait eu beaucoup de mal à s'en relever. Presque, j'ai envie de dire, 8-10 ans. Oui, presque 8-10 ans. Et après, voilà, je pense que ça l'a affaibli. Et quand il y a eu après ce burn-out au travail, et qui n'est pas que le travail, contrairement, je pense que ma fille pense que c'est la faute de son travail essentiellement. Ouais. Enfin, je leur ai dit que c'était multifactoriel, quoi. C'est Bien pas. sûr. Oui. C'est que ça a révélé tout d'un coup une immense fragilité qui remontait peut-être. Enfin, en tout cas, un épuisement, parce que le burn-out, c'est un épuisement. Et quand on est épuisé, on n'a plus de ressources. Ce qui reste en question, est-ce que je comprends dans ce que vous dites, c'était le fait qu'elle n'ait pas voulu soigner. Et vous avez assez judicieusement fait le lien avec sa maman. Vous voyez, c'est très tragique parce que vous dites, elle n'a pas voulu faire comme sa maman qui était dépressive, mais elle a fait pire. C'est-à-dire en ne voulant pas suivre le chemin des antidépresseurs ou, je sais pas, de la psychiatrie, peut-être qu'a suivi sa mère, elle s'est pensée plus forte que tout. D'ailleurs, le burn-out dit beaucoup sur elle parce qu'elle devait être très forte, très dans la performance. Hein. Les gens qui font des burn-out, c'est des gens qui tiennent en force. Ah oui, donc, et ça a duré 50 ans. Hein. 50 ans de... Oui, parce que on voit ça dans des profils, voilà, de gens comme ça qui suicident, c'est que c'est le chêne et le roseau, c'est La Fontaine, c'était un chêne, votre femme. Donc, elle s'est déracinée d'un seul coup, tout était tenu en force, quoi. Et quand on tient comme ça en force dans sa vie, on tient une tempête, 2 tempêtes, 3 tempêtes, et puis tout d'un coup, voilà, il y a un tsunami qui arrive, on ne tient plus. Oui, c'est bien ça, ouais. Et sans doute que sa force l'a entraînée vers sa plus grande fragilité. Et elle n'arrivait plus à reprendre de la ressource. C'était presque son image d'elle-même qui était dévastée. Oui, il y avait ça. Et puis, ce qui est terrible aussi, c'est ces hauts et ces bas, comme des gens qui sont bipolaires, c'est-à-dire des phases de dépression de 6 mois, après des phases presque euphoriques, notamment en 2014, là, voilà. Et puis une rechute à nouveau. Elle était diagnostiquée bipolaire? Elle l'avait été? Non. Vous pensez non. Mais ça vous fait penser à ça? Oui, ça me fait penser à ça. C'est non. Non, le psychiatre, je me dis ça. Oui. Mais c'était les phases étaient bien identifiées. Enfin, pour moi, maintenant, avec le recul, c'est très clair, quoi. Enfin, c'était des phases de 6-7 mois qui succédaient, quoi. Où elle allait vraiment bien et tout d'un coup, elle s'écroulait. Oui, c'était pas tout d'un coup. C'était ça commençait à aller moins bien, un mois, et puis au bout de 2 mois, ça descendait. Elle se confiait beaucoup à vous? Oui, on en parlait, mais j'avais que peu d'emprise, quoi. C'est-à-dire, je disais des choses, mais un peu toujours les mêmes choses. Et j'avais l'impression de parler à un mur, quoi. Enfin, quelque chose où il n'y avait pas... Elle était emmurée, emmurée dans son... Ouais, c'était impossible de la convaincre ou les arguments n'avaient pas de prise sur elle. C'était... c'était... voilà. Et puis après, quand ça allait bien, on oubliait. Et puis, tant mieux, ça allait bien, on était content. Ouais. Il y a Pascal qui dit qu'il y a une semaine sur le thème du suicide en mars, et tous les ans. Et ça l'a aidé au décès de son petit frère, dit Pascal. Il y a des conférences, des rencontres. Voilà, peut-être ça peut vous éclairer, vous, un peu. Et il y a David qui dit: je vais allumer une bougie maintenant avec une pensée pour une amie et la femme de Marc à l'instant.
Merci. Merci à lui. Ouais. C'est vraiment important, Marc, là, de rester là où vous êtes, dans ce que j'entends, qui est bien sûr c'est douloureux, mais cette grande sensibilité d'être en accord comme vous l'êtes là avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez, parce que vous êtes en train de traverser. Vous voyez, c'est une douleur, souvent on parle de surmonter sa douleur, ça voudrait dire passer outre, passer au-dessus. On peut pas passer au-dessus. Vous êtes dedans, c'est le passage, quoi. Et vous, vous êtes là dans un couloir assez obscur que vous traversez à tâtons. C'est pour ça, je reprends la bougie. Elle est importante parce qu'elle crée une petite lumière pour vous et pour elle, et elle éclaire un chemin. Et là, vous êtes dans le plus dur. Parce que vous êtes dans ce moment-là, la date anniversaire, vous dites, arrive bientôt, c'est dans 2 mois, c'est ça ? Oui. Ouais. Et c'est des moments où on revit. Et ce sera un moment fort avec vos enfants. Je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez prévoir peut-être de partir tous les 3 quelques jours, finalement comme vous l'aviez fait, mais de partir juste pour être ensemble, vous voyez, avec aucun autre objectif, voilà, que de partager un moment. Et peut-être même d'en créer petit à petit un rituel tous les ans, pourquoi pas. C'est important. C'est important ces rituels parce que ça nous soude, ça nous crée un langage commun. Oui, je vais y penser, oui. Ouais, il y a un auditeur qui dit, qui parle d'aller faire de la marche avec vos enfants dans des beaux paysages. En tout cas, dans un endroit qui vous parle à tous les 3 et qui vous emballe par sa beauté, parce que ça va vous aider à pleurer tout simplement, quoi. Et ça pourra que vous faire du bien. Même si vous parlez pas, ça n'a là pour le coup aucune importance. Le 24 décembre, on l'a passé ensemble, ça me fait penser à ça. Où on est allé au restaurant, je les ai emmenés et on a beaucoup ri pour une grosse partie de la soirée. C'était très bien. Et puis après, voilà, comme si on avait évacué un peu ce sujet et puis voulu se détendre. Et après, à la fin de la soirée, sur le retour, là, c'était évidemment le sujet de leur mère qui est revenu. On a pu quand même en parler un peu. Voilà. Oui, c'était bien, quoi. Voyez, Marc, je vous sens, comment dire, bien au contact de vous, de vos enfants, de ce que vous vivez. Donc, ne vous remettez pas en plus des nœuds sur ce qu'il y a à faire de bien ou pas. On psychologise beaucoup aujourd'hui dans les discours et les comportements. Il n'y a pas dans des grands drames de la vie et dans les grands moments une façon de faire bien ou une façon de faire mal. Il y a juste une façon de faire qui est la vôtre, celle qui vous convient, celle que vous sentez profondément dans votre cœur. Donc faites-vous confiance, mais éminemment confiance sur absolument tout. Je pense que c'est vraiment ça qui va vous guider. Courage à vous, Marc. Merci de nous avoir appelés. Je vous souhaite une belle nuit. Je me permets de vous embrasser et de faire plein de bonnes choses. Bonne nuit à vous. Au revoir, Marc. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1. Bonne nuit. Belle semaine à vous tous. On se retrouve vendredi prochain, 23h. Je vous laisse en compagnie de Sophie Larmoyer avec ses carnets du monde. Bonne nuit à vous.